Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans la matrescence. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter l'épisode numéro 1. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 18 mois, Ella. Maman, papa. Avec ce podcast, j'ai voulu mettre des mots sur le vécu des femmes, notamment autour de la maternité. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou. Je vous propose chaque vendredi une conversation intime, pleine de rire, d'émotions et d'informations. Pour ce 6e épisode, j'ai voulu parler d'un sujet particulier, l'allaitement, mais aussi un peu de l'aventure de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ça ne sera pas à travers une professionnelle de santé, mais à travers une maman, entrepreneuse, une maman de 3 enfants, Alison, qui a fondé une marque de vêtements pour allaiter. T'as une banane. Alison a eu 3 expériences extrêmement différentes avec ses enfants sur l'allaitement. Elle a tout connu, l'échec, l'allaitement long et le combat avec la relactation. À travers son histoire, vous comprendrez que choisir d'allaiter n'est pas toujours simple. Et puis parler d'allaitement, c'est quasiment s'exposer à chaque fois à des critiques. Il y a celles qui sont pour, quoi qu'il arrive, celles qui sont contre, celles qui pensent que c'est anti-féministe, celles qui veulent mais n'y arrivent pas, celles qu'on a forcées, celles qui décident d'entrer, de donner le biberon, celles qui s'en fichent, celles pour qui c'est impossible. Bref, en creusant le sujet et à chaque fois que j'en ai parlé, j'ai été confrontée à la sensibilité de chacune. Je faisais partie des sceptiques, pour être honnête, de celles qui pensaient qu'on devenait esclave et que ça ne correspondait pas à l'image de la femme moderne que moi, personnellement, je me faisais. Si vous avez écouté l'épisode numéro 1, vous savez que j'ai finalement fait le choix d'allaiter, que j'ai adoré, et surtout que c'est à lever les doutes que j'avais sur l'image que cela renvoyait de moi. Cet épisode n'est pas là pour vous inciter, mais plutôt pour montrer que tout n'est pas simple quand on allaite et que cela reste un choix réservé à la femme. Et puis surtout, on a abordé d'autres sujets, notamment l'entrepreneuriat, donc lié à l'aventure d'être mère, de jongler entre sa fin d'adolescence et de sa vie de maman, des difficultés financières, de la solitude, de la famille recomposée, de la différence entre être mère à 18 ans ou à 30 ans, d'avoir un préma et de devoir accoucher en urgence parce que l'on a l'appendicite enceinte. Voilà. Ça va être vaste et il y a beaucoup de choses, c'est dense. Merci Alison et très bonne écoute. Merci Alison d'être avec moi, d'avoir fait le déplacement. On est à Bordeaux et je tiens à remercier le Mama Works qui nous héberge aujourd'hui dans une petite salle. Tu es avec ta fille Mali parce qu'il y a la grève de l'école. Elle est venue. Merci à toi de nous avoir invités et merci au Mama Works pour ce lieu super. Donc voilà, elle rigole, Mali, ça la fait rigoler. Alors comme pour tout le monde, la première question que je pose c'est est-ce que tu sais ce que c'est la matrescence ? Ben écoute, j'ai un petit peu triché puisque j'ai écouté ton premier podcast, donc du coup je sais ce que c'est. Enfin du moins je connais la définition, mais pour être honnête je connaissais pas ce mot. Est-ce que ça a résonné en toi ? Est-ce que ça a rappelé des souvenirs ? Oui, bien sûr. Oui. Pourquoi ? En quel terme ? Ben écoute, tout simplement parce que j'ai eu mon premier enfant alors que donc Noam a 11 ans, donc j'avais 18-19 ans. Donc j'étais complètement encore dans une fin d'adolescence, si on peut dire, et je suis devenue maman à ce moment-là. Donc moi, mon seuil de ado et mère, il a été franchi, entre guillemets, assez violemment. Donc la matrescence, ça peut que me parler. C'est vrai que oui, du coup, en plus là, l'adolescence, toi, t'as eu double dose, quoi. Oui. Je suis rentrée dedans direct. et justement, est-ce que t'as l'impression, donc je l'ai dit en intro, mais t'as 3 enfants, que à chaque enfant, t'as ressenti un peu ce changement d'identité, ou en tout cas une différence, ou c'est que le premier que...
pour les périodes un peu violentes. Non, on a les 3 enfants, les 3 grossesses, les 3 accouchements, les 3 histoires de vie ont complètement fait prendre des virages à ma maternité et m'ont fait prendre aussi d'autres visions en fait. Donc j'ai ressenti ces changements et ces chamboulements à chaque fois. Ouais. Est-ce que c'était plus déroutant la première fois que les autres fois? Parce que bon, tu es quand même une maman aguerrie maintenant, il a 11 ans ton premier. Oui, je pense que le premier m'a fait rentrer dans la cour des grands, si on peut dire. Mais franchement, les 3 Mali un peu plus tard. Tu commences à avoir quelques angoisses, etc. Même ne serait-ce que sur la santé de ton enfant, que t'as pas forcément à 18 ou 19 ans, t'es pas dans la même réflexion, et puis pour un 3e à 30 ans encore plus. Donc vraiment, les 3 apportent quelque chose. Donc ce changement, c'est ça, tu l'as senti à chaque fois. Alors moi, je voulais t'interviewer parce que je trouve ça hyper intéressant, ton histoire. L'allaitement, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui. On va bien en parler. Tu as développé une marque de vêtements, de t-shirts hyper cool pour allaiter. Oui. Je t'avoue que j'aurais été ravie de l'avoir quand j'ai eu ma fille, mais tu as démarré un peu plus tard. Oui, c'est vrai. Donc ça fait pas très longtemps que cette marque est en ligne. C'est Tajine Banane, pour ceux qui connaissent. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as voulu créer cette marque? Je l'ai créée parce que j'en ai eu besoin, tout simplement. J'ai allaité les 3 enfants. J'ai eu 3 expériences d'allaitement complètement différentes avec les 3. Je ne parle pas qu'en termes de temps d'allaitement. C'était vraiment... J'ai découvert avec Noam. J'ai eu l'échec de Noam. Je n'en voulais pas avec Mali. J'ai allaité au final 18 mois et j'ai adoré ça. Et je n'ai pas pu... pour Lou, et au final j'ai réussi et maintenant il a 13 mois et je l'allaite encore. Donc ces 3 expériences et les pépins que j'ai eu à l'accouchement ont fait que j'avais besoin que l'allaitement soit représenté un peu plus entre guillemets à ma petite échelle dans la mode et surtout sur Instagram, sur les réseaux sociaux. J'avais envie qu'on en parle, qu'on le voit et que ça soit pas aussi stigmatisant que ça l'est parfois, et ça me plaisait pas en fait. Et l'idée de faire une coupe très particulière, parce qu'en fait, on peut ouvrir les t-shirts sur le côté, ce qui est hyper intéressant, parce que pour toutes les mamans qui ont déjà allaité en public, c'est une galère quand on n'est pas avec des habits adéquats, en tout cas. Ben voilà, parce qu'en fait, j'ai jamais été cliente de vêtements d'allaitement avant. Et on a toujours... c'est pour ça que parfois, je lis dans les conseils, dans les forums, les mamans disent le système D. Et je peux que dire oui, parce que c'est le système D, l'allaitement. On est obligé de mettre des couches en dessous, des débardeurs, etc. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Et donc j'ai pas ressenti forcément le besoin d'en avoir. Et puis pour le 3e, suite à aux galères que j'ai eues à l'accouchement, je me suis fait opérer, j'ai été très mal et j'avais surtout mal au ventre et j'avais des gros pincements, donc il me fallait beaucoup de confort. Et les premiers temps, quand je suis sortie de chez moi, donc 1 mois et demi après l'accouchement, j'avais pas du tout envie d'avoir un vêtement ni moulant, et le système D, enfin j'en pouvais plus des systèmes D. Donc il me fallait du confort et je suis très simple comme Nana, j'aime bien mon jean t-shirt et être mère, j'avais pas envie de me déguiser en maman. Donc je voulais garder ma garde-robe en fait, je voulais que ce soit ma garde-robe qui s'adapte à mon allaitement et en fait, un matin, je parlais avec mon mec et je lui ai dit, mais tu vois, les t-shirts, si on les découpait comme ça, mais les cache-cœurs, c'est pas mon truc, on devrait faire ça. Et lui, il m'a regardé parce que c'est vraiment, je pense, la personne la plus optimiste que je connaisse. Il m'a dit, mais t'as qu'à le faire. Et donc, l'idée, elle a fait son petit chemin et puis on l'a fait, quoi. Parce que ton fils n'a que 13 mois, donc vraiment, ta marque, tu l'as lancée... En 2 mois. C'est bien, ça donne l'espoir aussi pour les entrepreneuses. On peut tout faire. C'est vrai, je crois qu'on peut tout faire. Après, je suis pas trop, pour le coup, un bon exemple à suivre parce que j'ai lancé Tajine Banane, j'avais même pas d'ordinateur chez moi et je ne savais pas ce qu'était un tableur Excel. Heureusement, mon frère est venu à mon secours, mais ça existe, je pense. Alors si on parle de l'allaitement concrètement, est-ce que tu peux expliquer, parce que tu m'as un peu raconté ton histoire et je pense que ça va donner aussi beaucoup d'espoir à plein de mamans. Pour ton dernier, il est né prématuré, tu as eu beaucoup de mal, tu n'as pas pu l'allaiter tout de suite et pourtant tu as réussi. Oui. Donc je pense, pour désacraliser aussi la chose et pour éviter de mettre peut-être une pression que j'ai pas envie de mettre sur certaines mamans parce que parfois ça ne marche pas aussi. Déjà, je crois que l'expérience d'un allaitement, entre guillemets, en échec avec mon premier, ça c'était un allaitement d'1 semaine, voilà, quand je dis l'échec, c'est parce que je sais maintenant avec le recul que j'aurais pu faire différemment.
Et la deuxième, ça a duré 18 mois. Donc le corps a une mémoire et ma confiance en moi et en mon corps aussi. Donc je pense que le troisième, j'ai réussi parce que je connaissais aussi ce qu'était l'allaitement et je me suis fait confiance. Mais oui, ça fonctionne. Je crois qu'il faut être prêt, être prête, et ça se prépare dès la grossesse. Et il faut s'entourer, il faut discuter, il faut demander autour de soi des conseils et savoir plein de petits, comme on en discutait un petit peu tout à l'heure, il y a plein de petits mots-clés qui paraissent un peu être des gros mots, comme pic de croissance. Ça fait un petit peu peur quand je les dis, pic de croissance, etc. Mais ça c'est cool de le savoir, et c'est des petits mots-clés qui, une fois que ça nous tombe dessus, on se dit, ah mais c'est ça, mais c'est cool, je sais, j'en ai entendu parler, il n'y a pas de souci, je suis prête, on attend, on galère, et ça marche. Et moi, je suis sortie de la mater, il avait 3 semaines, donc j'ai lancé un allaitement avec une montée de lait en même temps qu'un jour de pointe, voilà, au bout d'un mois. Et puis ça l'a fait, et je crois que je suis loin d'être la seule. Et justement, je me suis accrochée à cette envie d'allaiter parce que j'ai entendu, il y avait toujours des petites légendes comme ça, urbaines, de mamans qui arrivaient à faire des relactations, ou même des mamans qui adoptaient des enfants et qui arrivaient à allaiter. Et je me suis dit, bon, mais pourquoi pas moi, quoi. Et tu te dis, ce qui est fondamental dans ton expérience, c'est le fait que tu as déjà eu 2 enfants, dont un allaitement long. Oui. Donc tu as eu la notion du plaisir dans l'allaitement. Ah oui, sinon je me serais pas du tout attachée à cette idée, et je crois que le personnel soignant qui était avec moi autour de ma convalescence à l'hosto, elles savaient très bien que j'étais accrochée à ce souvenir de plaisir, de fusion avec son enfant, que j'étais accrochée à ce souvenir de facilité de mouvement, et qu'il était hors de question que je passe à côté, parce que je savais que c'était vraiment peut-être le moment clé où ça allait être un peu la galère, encore plus avec ce qui m'arrivait, mais que derrière c'était chouette, quoi. Alors pour juste expliquer un peu aux gens qui n'ont pas encore suivi ton histoire, parce que tu le racontes sur ton site, t'as été opérée de l'appendicite, c'est ça, oui, au moment d'accoucher, quoi, en gros. Oui, j'ai fait une appendicite à 8 mois de grossesse, et une appendicite qui a été assez sévère, et j'ai été opérée une première fois en urgence du jour au lendemain, comme ça, en étant enceinte. Donc on a préservé la grossesse pour gagner le plus de temps possible, et cette opération, elle n'a pas forcément été très efficace par rapport au vu d'une grossesse évoluée comme j'avais, voilà. Et après j'ai accouché en césarienne en urgence un petit peu plus tard, et j'ai été opérée à ce moment-là. Ils ont nettoyé, on a fait un petit peu, on a essayé de sauver les meubles, comme on dit, et j'y suis retournée 3-4 jours après parce que les meubles n'étaient pas sauvés. Et voilà, et ça a duré 1 bon mois et demi, 2 mois d'hospitalisation. Et donc, ce qui fait que, pour les mamans qui ne savent pas, on ne peut pas tout allaiter quand on prend certains médicaments. Certains antibiotiques ne sont pas du tout compatibles avec l'allaitement, et certains états de santé non plus, il faut dire ce qui est. Je n'étais pas alimentée. Et forcément, ça fait pas mal de plus un accouchement, parce que je sortais quand même d'une grossesse, et un accouchement, c'est pas toujours très facile. Et voilà, toutes ces petites étapes mis bout à bout, c'était un peu compliqué, ouais. Et d'entrée, quand tu as eu la césarienne, tu as dit à tout le monde, par contre, je vais allaiter, oui, peu importe ce qui se passe. Oui. Donc, tu en étais persuadée d'entrée? Oui, j'ai demandé un tiret. J'avais encore une sonde dans la bouche, je ne pouvais pas parler. Je les ai regardés, je fais, mais j'ai signé, je veux, vous me ramenez ça. Ok, là, vous faites ce que vous pouvez. Donc, par contre, j'ai une équipe top, dans le sens où elles ont compris tout de suite le désir d'allaiter. Je ne veux pas dire qu'elles y croyaient pas vraiment, mais presque. Mais elles ont quand même mis, elles, de leur côté, en place plein de petites étapes pour m'aider aussi dans la foulée. Donc, on a donné le doigt seringue à Lou pendant à peu près une dizaine de jours. Donc, pas de tétine, pas de biberon. Et c'est mon compagnon qui lui donnait à manger avec son doigt. Et on passait une petite pipette comme ça dans sa bouche pour l'alimenter sans qu'il prenne trop l'habitude de la tétine. Donc on l'a fait comme ça, et après à un moment donné, il commençait à être grand, le doigt seringue n'était plus trop d'actualité, donc on a donné des biberons. Mais je sais que toutes ces petites, tous ces petits détails sur le chemin de la réussite de l'allaitement n'y sont pas pour rien, quoi. Et quand tu tires ton lait, t'as du lait qui sort ou... À la maternité, non. Et tu continues? Ouais. C'est fort, ça, quand même. Faut avoir une force mentale. Parce que je sais que je n'avais pas de montée de lait. Et que tant qu'on n'a pas de montée de lait, on n'a pas de lait. Et que je sais qu'il fallait que je vise cette montée de lait. Et il fallait la viser en stimulant ma lactation. Et il fallait que je tire mon lait. Après, je ne dis pas que c'était un peu la dépression, quand même, au fond du lit, parfois.
C'était fatigant et je me réveillais la nuit. Je profitais justement des tours des infirmières pour changer les antibiotiques, pour me dire, bon, ben allez, là, t'essayes de tirer ton lait. Je pouvais pas avoir l'eau avec moi parce que je pouvais pas le porter. Donc ça, c'est aussi important. C'était douloureux, il n'y avait pas de poids-peau, il n'y avait pas de contact physique pour m'aider à tirer mon lait. Et c'est quand même très, très, très important pour réussir à tirer son lait. Oui, parce qu'en fait, le fait que le bébé soit sur notre peau, ça stimule. On a tout de suite des montées de lait en ayant un bébé à côté de nous qui pleure. C'est ça. Ouais. Et juste de le voir, c'est hyper important. Donc, mais bon. Ça... Et c'est assez drôle ce que tu racontes, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de l'allaitement. Il y a plein de choses, mais c'est aussi très personnel et en fonction de son corps. Mais quand même, on a tendance à dire aux mamans, et moi j'ai reçu ce conseil, ne tire pas ton lait avant 3 semaines pour pas stimuler trop. Il faut que ce soit le bébé avec sa bouche. Et en fait, toi, là, tu as fait l'inverse, mais ça a eu le bon résultat finalement. Mais pour le coup, moi, j'avais pas de stimulation de bébé. Donc, j'ai pas surstimulé une lactation. On évite de... Après, moi, je suis pas professionnelle de la lactation, donc je voudrais pas dire de bêtises, mais on évite de proposer un tire-lait à une maman, comme tu dis, avant un certain temps, tout simplement parce que déjà, les seins à bloc, ça fuite de tous les côtés. Il suffit juste qu'elle voie un bébé pour être trempée. Donc, ça sert à rien d'aller rajouter des tétés en plus de ce qu'il y a déjà. Mais quand il n'y a pas de tétés, il faut tirer son lait. Donc, moi, j'ai pseudo-remplacé mon bébé par la machine à ce moment-là, quoi. Et donc, tu as eu une montée de lait au bout de combien de temps ? Je suis rentrée, je crois, le 25 ou le 28 février. Et c'était un vendredi. Je l'ai mis au sein tout le week-end. Et le dimanche soir, lundi, c'était parti. Et on a, je sais plus combien de grammes il avait pris. Mais la pédiatre, l'infirmière puère, elle est venue le vendredi. Elle l'a pesé. Elle m'a dit, oui, vous êtes rentrée. Bon, il n'y a pas de biberon. Ok, est-ce que vous le sentez ? Je lui dis, jusqu'à présent, je n'ai tué aucun de mes enfants. Cet enfant va manger, je vous assure. Je veux juste essayer. Et si ça ne le fait pas, de toute façon, je le verrai. Et puis, il aura un biberon. Il y a tout ce qu'il faut à la maison, mais laissez-moi essayer vraiment. Et en fait, on s'est mis à poil et je l'ai mis en peau à peau. Et ça, on a forcé le destin dans le sens où on s'est dit, bon, mais autant lui que moi et comme mon compagnon aussi. Et on s'est dit, bon, on va se faire confiance, on va le faire. Et puis c'est parti. Et il a jamais eu le biberon. La boîte de lait, franchement, je pense que c'est mon côté un peu sentimental à 2 balles. Je l'ai pas jetée. Elle est à la maison, elle est dans la cuisine. Et puis je la vois et je me dis, bah, c'est cool, c'est fait, quoi. Quand j'ai voulu préparer ton interview, comme tu dis, on n'est pas des spécialistes de la lactation, mais je suis quand même allée sur les sites, la Leche League, et voilà, il y a pas mal de sites pour regarder ce qui se dit face aux prématurés. Parce que c'est le parcours du combattant pour les mamans qui veulent allaiter en ayant eu un prématuré, surtout si l'équipe médicale n'est pas, c'est pas qu'elle n'est pas bienveillante, mais va pas dans le sens de l'allaitement. Mais on sait aujourd'hui, donc tu es aide-soignante à la base de formation, que voilà, tout ce qu'il y a dans le lait de la maman, surtout pour un préma, c'est hyper important en fait. C'est vital. Enfin, la composition d'un lait pour un bébé prématuré est absolument vitale. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que l'enfant ne va pas survivre s'il n'a pas de lait maternel. Mais même une goutte, c'est une goutte. Et je sais que j'ai le seul petit conseil que je peux donner et qui m'a été donné par justement une conseillère en lactation, c'était de prendre une petite cuillère en plastique ou une petite cuillère dans sa valise de maternité. Parce que si pour une raison X ou Y, vous pouvez pas donner le sein, ou voilà, vous pouvez au moins récolter un petit peu de colostrum et le donner au bébé. Mais c'est juste de l'or et c'est très très important. Et on ne demande pas de remplir des biberons. Juste une tétée d'accueil et c'est chouette, quoi. Est-ce que le colostrum, c'est ce que pendant quasiment 3 jours, on produit On en produit pas déjà du pendant lait, la grossesse, oui, pour certaines, ça coule déjà. Ça colle un peu. Mais la tétée d'accueil, elle est souvent encouragée quand même à faire. Et c'est vrai que tu m'en racontais, mais moi j'ai été comme toi. Je me suis dit au début, allez, je vais faire la tétée d'accueil, et puis on verra. Et bon, je vais faire la première semaine, et puis on verra. Et puis on continue en fait. Mais au moins, il n'y a pas de pression. C'est ça. Et je crois qu'il y a beaucoup d'allaitements qui matchent aussi comme ça. Quand on se fout pas la pression, et j'entends pas mal des copines, etc., et qui se sentent pas d'allaiter et qui, bon, parce qu'elles savent qu'il faut quand même, enfin du moins il faut tester au moins la tétée d'accueil pour la santé du bébé, pour lui donner un max d'anticorps. Elles le font, puis en fait c'est pas si horrible que ça, elles continuent un peu et puis ça part dans un allaitement long ou pas, on s'en tape. C'est ce que je dis toujours.
n'y a pas de jauge ni de course de fond là-dessus. Des fois, j'ai même des mamans sur Tagine Banane qui m'écrivent en me disant oui, j'ai allaité que 1 mois. Je fais mais pardon, on n'est pas, c'est pas un concours quoi. Que 1 mois c'est bien, que 1 journée c'est bien, que 1 heure c'est chouette. Enfin, il y a pas de et c'est cool d'essayer quoi. Et du coup, est-ce que tu as un regret par rapport à ton fils maintenant que tu sais ce que c'est l'allaitement long? Bah, je pense que oui, si je revenais en arrière, je ne ferais pas les mêmes choix et je me serais entourée, j'aurais demandé de l'aide, j'aurais demandé des conseils, je me serais renseignée. J'étais sûre d'allaiter. C'était ancré, même dans mon petit cerveau de jeune femme, c'était ancré, j'allaiterais. Mais je ne savais pas que c'était naturel, je ne savais pas que c'était aussi peu inné et que c'était compliqué, parce que parfois c'est compliqué. Et que ça peut être même douloureux et que c'est une galère quand on est toute seule avec son bébé. Si on n'est pas au courant, si on n'est pas informé, ça peut être compliqué. Et à ce moment-là, ça l'a été pour moi. Mais c'est vrai que l'allaitement, on nous donne quand même les avantages de l'allaitement, mais on ne nous explique pas à quel point on peut se sentir esclave, à quel point on peut avoir des difficultés, à quel point ça peut aussi... ça fait mal au début, hein, quand même on n'est pas habitué, même parfois. Ouais. Mais c'est vrai que tout ça, c'est un manque d'information qui est fort et qui... Mais il y a parfois, avec l'allaitement, il y a une sorte de... Il y a 2 écoles. Il y a l'école de c'est tout beau, c'est tout rose. Il y a 2 écoles. Voilà. C'est tout beau, c'est tout rose. C'est génial. Donc, il y a des mamans qui sont complètement épanouies avec l'allaitement et qui font des allaitements sans pudeur, etc. On est juste à les regarder. C'est le rayonnement, c'est chouette. Toi, t'es à côté, t'es dans ta galère. Tu dis non, mais moi, je ressens pas du tout les mêmes choses. Et puis, t'as celles qui, parfois, ont beaucoup peiné et qui vont dire ça fait mal, c'est chiant, tu peux pas sortir, tu peux pas boire, tu peux pas machin. Et puis après, il y en a parfois qui sont entre les deux. Je pense que j'en fais partie. Et c'est ni tout beau et c'est encore moins tout moche. Mais il y a un peu de tout et c'est comme... je pense que c'est comme un biberon. Je donne pas de biberon, mais je me doute que se lever à 3h du matin, aller dans la cuisine, aller mesurer sa poudre, plus d'eau minérale, il y a 10 étages à monter, les packs d'eau. Enfin bon, ça doit être une galère aussi. Donc non, il y a... Oui, il y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. C'est juste une expérience aussi qui t'a donc amené à créer cette marque Tagine Banane. Bon, j'ai une petite question, pourquoi Tagine Banane? Oui. Tagine Banane, c'est assez drôle parce que c'était un peu mon petit pseudo d'Instagram perso. Okay. Parce qu'on a 3 enfants, qu'on a une famille multiculturelle et un peu de toutes les couleurs. Et quand nos potes viennent à la maison, tout le temps, c'est la smala et c'est Tagine, c'est banane. Et en fait, c'était le truc, c'était comme ça entre nous. Mais j'avoue que quand j'ai cherché un nom pour ces t-shirts, parce qu'au début, c'était juste un délire de t-shirt, je pensais pas que j'allais l'utiliser autant et qu'il allait être aussi lu, vu, écrit. Mais maintenant, c'est chouette, j'aime bien, c'est Tagine Banane. Après, c'est assez international quand même. La banane, en anglais, on peut le dire. Tout le monde le dit. Le tagine, c'est un plat très particulier, mais moi, ça parle à tout le monde. On identifie bien quand même. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on sent derrière qu'il doit y avoir un multiculturalisme derrière ta marque. C'est bien, au moins, j'imagine, tu voulais que ça soit représenté de cette manière. Je pense, ouais. J'aime bien être au milieu de tout. Et tu disais que dans ta tête de maman, ado, quasiment jeune femme, tu avais 18 ans, tu savais que tu voulais allaiter, ça te venait d'où cette envie d'allaiter? C'était même pas concevable autrement. Je savais même pas en fait qu'on pouvait peut-être faire autrement que d'allaiter. Ouais, mais honnêtement, hein. Pourtant pas de jeunes copines autour de moi, j'étais la seule à être maman. Ma mère a allaité mon frère. Et d'ailleurs, mon frère bosse avec moi à l'heure d'aujourd'hui. Et je l'ai toujours vu allaiter. En plus, on habite en Guadeloupe. Donc, on était tous à moitié à poil à longueur de journée. Et ma mère allaitait mon frère tout le temps. Et je l'ai toujours vu, en fait. Donc, je pense que ça doit y jouer. Et c'est l'histoire qui se... C'est le cercle qui se ferme, c'est ça? Ouais, qui se répète, alors qu'on n'aurait jamais imaginé, mais... Et ça a été difficile de quitter ta vie d'aide-soignante pour te lancer dans l'aventure ou ça s'est fait très naturellement? Ça s'est fait très naturellement parce qu'enceinte, j'avais déjà pris le devant pour changer entre guillemets de voie. C'est-à-dire que j'avais repassé un concours pour bosser en maternité pour être Oxy, donc pour avoir le double diplôme. Et je savais que j'avais besoin de m'éloigner un peu de la maladie pour partir dans un autre bout de vie, commencer la vie d'un autre sens. Et ce concours, j'avais l'oral en mars, donc une semaine après être sortie de l'hosto, et je l'ai eu. Et j'y suis allée.
Bon, je pense que j'ai un peu boité, mais on y est allé. Ce concours, on l'a eu. Je dis on, parce qu'il y a eu mon copain avec moi, qui m'a beaucoup aidé. Et je devais rentrer, pour la petite anecdote, je devais rentrer à l'école le 22 août, donc le jour de mon anniversaire. Et moi, j'ai lancé Tagine Banane tout début août. Et le 21 août, donc la veille de rentrer à l'école, il se passait un truc autour de Tagine Banane. C'était le début, mais on avait pris 2-3 000 followers en une semaine. J'avais déjà presque tout vendu, alors que je pensais que j'allais mettre 2 ans à le vendre. Donc je sentais qu'il se passait un truc. Mon frère, lui, venait juste de finir ses études. Il bossait dans des études pour les startups. Donc il était vraiment à fond dedans. Il a 25 ans. Et puis on a toujours été très fusionnels. Et il était en vacances chez moi au moment où j'ai lancé Tagine Banane. Donc lui, il était sur l'ordi. Il me disait, non, mais Alison, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Mais comment ça, t'as pas d'ordi, machin. Donc il y avait une espèce de bouillonnement à la maison. Et c'était vraiment le carrefour de vie, quoi. Et je l'ai ressenti à ce moment-là parce que le 21 août, j'ai pris mon ordi, j'ai envoyé un mail, je dis je renonce à ma place. C'est pas ouf, mais c'était vraiment tu te lances dans quelque chose. Et je crois une semaine après, j'arrivais en fin de droit de chômage. Enfin, c'était vraiment il fallait y aller, c'était ça ou rien. Et puis j'ai fait le choix de tenter à fond Tagine Banane. Et bon, ça fait 7 mois, je regrette pas du tout. Mais Ah oui, t'as pris un sacré risque parce que t'avais pas de chômage au moment... Parce que souvent, les entrepreneurs, on en parle. Voilà, c'est parce qu'en France, on a cette chance de se dire on a 2 ans de chômage. Toi, t'as lancé au dernier moment, en fait. Ah ouais, bah oui, dernier moment, parce que 6 mois auparavant, c'était même pas dans ma tête. C'était pas du tout ni une idée, ni un projet, ni un besoin... Ça s'est fait comme ça et je suis quelqu'un qui fonce tout le temps. Et quand j'ai trouvé mes usines, il s'avère que j'ai trouvé des usines, je me suis fait claquer la porte pas mal de fois en France, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de Made in France, mais c'est pas facile de faire du Made in France. Et j'ai eu même quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que j'aille voir en Chine parce que les t-shirts, c'était pas noble. Et bon... À un moment donné, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un contact. Je suis allée au Portugal et j'ai pris mon bébé Lou qui avait 4-5 mois sous le bras et je suis allée solo. Je parle pas anglais, je parle pas portugais, je n'y connais rien en fringues, mais on y est allé et puis tout s'est fait, quoi. Et En fait, tu as eu 2 bébés en une année quasiment. Ouais. J'ai eu 2 gros bébés en une année. Là, toi, dans le sens où on parle de la matrescence, ça t'a quand même... c'est un virage, un sacré virage. C'est une revanche, franchement. J'ai pas cet esprit, là je pense que je prêche une convaincue, mais j'ai pas cet esprit sportif de gagne, je l'ai pas, je l'ai jamais eu. Mais par contre, je suis hyper volontaire. Et quand j'ai vu toutes les galères et un projet qui commence, on va pas le commencer pour jouer, on va le faire à fond. Et puis on verra. Et maintenant on est à fond dedans, quoi. Et là, tu te verrais plus jamais faire autre chose, en tout cas. Non, je le dis tout le temps. Je me dis non, mais comment je faisais avant ? Comment ça s'arrête ? Et qu'est-ce qui se passe après ? Non, je peux pas. Je peux plus arrêter. C'est quoi les prochaines étapes pour Tagine Banane ? Lui donner une vraie... Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur lui donner une vraie grosse dimension caritative, humanitaire. C'était avant même de savoir le t-shirt s'il allait s'appeler A ou B, j'étais en train d'écrire des assos et tout. C'était hors de question pour moi de faire un projet s'il n'y avait pas un fonds encore. Déjà, l'allaitement, c'est un fonds qui est quand même très cher, et là, de pouvoir justement apporter un petit peu plus de confort et de sortir les mamans de leurs écharpes et de des tentes qu'elles se font pour se cacher d'allaiter, et qu'elles puissent se dire allez, je vais dehors, je dois allaiter, il y a les potes, je vais pas aller dans une chambre, je peux continuer ma soirée, je peux continuer de vivre sans... on arrête de s'arrêter de vivre parce qu'on allaite, quoi. Donc déjà, ça, c'est un super gros projet que je porte avec Tagine Banane, et avec lequel je n'ai pas fini de me battre, et que je trouve très fort et très beau à porter. Mais si en plus je lui donne une dimension encore plus profonde d'aide par les projets que je suis en train de monter, ça serait chouette. En fait, bon, t'as l'impression, quand tu le dis, que t'as créé Tagine Banane en 2 mois et que ça s'est fait, mais t'as une vraie mission derrière. C'est promouvoir l'allaitement de façon à ce que ça devienne plus un tabou, comme parfois ça peut l'être. Ah oui. Et ça, je pense que c'est depuis des années que ça se tisse en moi, ne serait-ce que par ma pseudo-petite propagande à 2-3 potes quand elles sont enceintes. Mais tu sais, t'essayes. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est ces petites graines que tu sèmes qui, dans la tête de ta copines, vont peut-être faire un petit bout de chemin aussi. Oui, parce que chacun son choix, c'est vrai. Mais au moins, quand on a l'information, on est libre de faire comme on veut. Ah oui, non, c'est clair. C'est juste d'informer et d'éclairer le choix, c'est tout. Parce que
je suis dans cette réflexion parce que c'est vrai que parfois j'ai pu lire que de trop forcer l'allaitement, c'est-à-dire de trop en faire la pub, c'est antiféministe, c'est-à-dire qu'on laisse pas aux femmes le choix parce que voilà, chacun fait comme il veut. C'est vrai qu'il y a un peu cette ambivalence autour de l'allaitement. Mais je crois que toute personne qui force un choix, c'est juste anti-humaniste. Donc que ce soit un choix d'allaitement ou un choix de savoir si tu veux te teindre les cheveux en noir ou en blond, chacun fait ce qu'il veut. Et à partir de cet état-là, c'est juste des conseils et c'est une expérience. Comme demain, quelqu'un va me raconter que je sais pas, qu'il a fait ce choix de vie, mais ça veut pas dire que je vais tout plaquer, que je vais aller faire la même chose que lui. Mais c'est juste qu'il m'a raconté son expérience. Et à l'époque, les mères se racontaient leurs expériences, se racontaient l'allaitement, se racontaient plein de trucs. Et maintenant, nous, on est sur nos réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il peut se passer plein de choses hyper intéressantes. Il y a plein de mamans qui racontent leurs expériences. Et il y en a certaines qui vont le prendre pour de la propagande pro-allaitement, anti-biberon. Donc, ce sont des combats que je mène absolument pas. Et pour moi, c'est un monde à part. Mais ces femmes-là, elles sont peut-être vues pour des extrémistes d'un côté, puis d'un autre, elles ont peut-être semé des petits trucs. Et moi, je sais qu'à l'époque, j'avais essayé aussi pour elle... pour Mali. Pour Mali, pardon, parce qu'elle est à côté de moi. Pour Mali, pas non plus pour rien. À l'époque, il n'y avait pas Instagram. À l'époque, on dirait que je suis un dinosaure, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il n'y avait pas Insta comme maintenant. Et c'était les forums classiques, un peu style Doctissimo, etc. Et j'étais partie lire et j'ai rencontré un petit groupe de mamans. Et elles allaitaient. Et en fait, c'est ces femmes-là qui m'ont aidé à passer toutes les étapes clés parce que je me suis pris un peu au truc. Je commençais à écrire, à rentrer dans le groupe. Et en rentrant dans le groupe, j'ai reçu les informations. J'ai reçu les étapes des pics de 3 mois, les pics de 6 mois, les machins, les trucs. Et donc, je vivais, comme nos enfants avaient le même âge, je vivais les mêmes étapes au même moment. Donc, on se sent pas seul. On comprend ce qui se passe, on comprend notre corps. Et ça aide aussi à comprendre ce qui se passe chez nous. Donc, la clé, c'est d'être entouré, quel que soit son choix. Donc, Et justement, toi, le fait que ton conjoint, ton mec ait été très présent, ça a fait la différence. Oui, ça a fait la différence, sachant que Raphaël, c'est une réunion. Donc j'étais déjà avec quelqu'un pendant 10 ans, donc j'ai eu mes 2 aînés avec quelqu'un. Donc on forme une famille recomposée à l'heure d'aujourd'hui. Donc Lou, c'est son premier bébé. Et mon mec, lui, il fait du rugby. Donc lui, il est dans un univers très masculin. Autant vous dire que les boobs n'ont pas la même fonction. En général, dans les vestiaires, on parle pas allaitement, quoi. Et donc lui, même s'il avait cette ouverture d'esprit, c'était plus que flou. Enfin, et il m'a vu m'accrocher à cette idée et il a foncé avec moi parce qu'il s'est dit bon, Alison, si elle y croit, c'est que l'allaitement c'est peut-être important. Et après il m'a vu allaiter Lou et puis ça a fait son chemin chez lui aussi et il sait à quel point c'est chouette. Et maintenant il me pique des t-shirts dans le garage pour le donner à ses copains au rugby qui vont avoir des enfants, donc c'est cool. Et donc là, tu as planté des petites graines dans un monde qui est peut-être un peu plus fermé à ça à la base. Ah, ils viennent, quand ils n'ont pas d'entraînement, ils viennent emballer les colis. Ouais, ça fait son chemin. C'est bon, on a de l'espoir dans le rugby, on peut faire semer des graines comme ça. Non, c'est pas vrai. Pour moi qui côtoie bien ce monde, ils sont aussi très ouverts, je le dis, s'il y en a qui écoutent un peu, ou des femmes de joueurs, parce que je sais qu'il y en a. Je stigmatise pas du tout. Au contraire, c'est pas vrai, c'est aussi des mythes qu'il y a là-dessus. C'est bien les mythes. Il faut les casser, c'est ça. Ça permet d'en rire. Qu'est-ce que toi, tu te dirais pas des conseils, mais ton expérience d'allaiter en public, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui sont... Alors, on va faire une petite pause, que Mali avait un mouchoir. Sors, il y a des toilettes, tu mets ta main. Parce que c'est sympa. Heureusement qu'il n'y a pas d'image. Oui, je te disais, pas des conseils, mais toi, ton expérience d'allaiter en public, il y a beaucoup de femmes qui sont pudiques. Ouais. Et aussi, alors, je trouve qu'en France... Moi, perso, j'ai jamais vraiment pris de réflexion. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, les mamans en parlent beaucoup. Oui. Mais toi, ça t'a gêné, par exemple ? Non. Pour être honnête, je suis assez timide. Même, je pense que je suis quelqu'un de pudique. Mais j'ai jamais ressenti de gêne parce que je faisais en sorte de me mettre dans des situations, dans des postures confortables pour moi, confortables pour les autres aussi.
Parce que je pense que c'est toujours pareil. Enfin, discuter avec quelqu'un et puis d'un coup, elle va mettre l'enfant au sein, même si ça ne nous gêne pas, si tu es pas prêt, surtout quand la personne en face de toi fait un bon 90D, t'es pas prêt. Donc, il faut préparer le terrain. Non, il faut juste s'adapter. Quand c'est la famille, tu fais un peu moins attention. Quand c'est des potes, tu fais un peu plus attention. Mais je me suis jamais sentie mal. Et les peu de fois où j'ai pu voir des regards, au final, c'était plus qu'est-ce qu'elle fait, parce que c'est tellement discret que qu'est-ce qu'elle fait. Ah, d'accord, à la lettre. Bon, je regarde ailleurs. Et ça, tu parles parce que tu as ton t-shirt, c'est ça? Ouais, là, c'est même plus la peine, on regarde plus. Avec ton t-shirt, c'est discret, opération discrétion, c'est ça? C'est très discret, ouais. C'est le fait que ce soit ouvert sur le côté qui permet d'avoir une discrétion plus forte qu'en cache-cœur? Ah, ça, je sais pas si c'est plus fort qu'un cache-cœur. J'aurais pas cette prétention. C'est un autre type d'ouverture. Mais c'est en fait à l'intérieur du t-shirt, sans rentrer dans trop de technicité qui serait pas très intéressante. Mais la coupe, elle est complètement repensée. On a dessiné le t-shirt vraiment. Normalement, un t-shirt, c'est une face A et une face B qui sont exactement pareilles et qu'on appose ensemble et qu'on coud. Et là, notre dos est beaucoup plus grand que le devant. Donc, les coutures reviennent vers le sein. Donc il y a une seule couture et à l'intérieur du t-shirt, il y a une espèce de petit rabat qui, au lieu d'avoir le cache-cœur à l'extérieur, et en fait il est à l'intérieur. D'accord. Et du coup il se déploie et ça rallonge le t-shirt et ça permet de cacher le soutien-gorge, un petit peu la peau. Et de pas avoir le ventre à l'air, comme ça. Pas avoir le ventre à l'air. Ouais. Pour celles qui connaissent. Oui. Alors si on allait en hiver, c'est encore plus chiant. Ouais. Mais, non. Mais c'est une réalité. C'est une réalité, surtout quand on a un body postpartum 1 an plus tard comme moi, qui n'est pas abdominalement très fort, c'est pratique qu'on ne voie pas le ventre. Et est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé de savoir ce que je te disais sur la matrescence, parce que c'est un changement neurobiologique, donc voilà, les scientifiques l'ont prouvé, c'est le cerveau qui change. Tu penses que si tu avais pu mettre des mots et savoir que ce qui t'arrivait était normal, ça t'aurait aidé dans ton aventure de maman? Toujours. Quand on connaît son corps et qu'on se connaît soi-même, ça peut que aider, et quelle que soit la situation, que ce soit dans la maternité, dans l'amour, dans la vie, dans la découverte de son corps, c'est hyper important de se connaître. Et oui, bien sûr que si j'avais connu cet effet-là, j'aurais pu accepter certains changements, j'aurais accompagné d'autres, Enfin, c'est hyper important de se connaître. Mais après, on se connaît aussi avec les années. Et on se connaît aussi avec les échecs. On se connaît avec... Donc, c'est un tout, mais c'est hyper important de se connaître. Ouais. Et ta relation avec tes enfants, elle est très différente parce que t'avais une vie complètement différente à chaque fois, j'imagine? Ouais, je pense qu'elle est très différente. Noam, donc c'est mon aîné. C'est avec lui que j'ai connu pas mal de galères. J'ai vraiment eu une autre vie avec Noam. J'ai connu les pannes de lait un dimanche. J'ai connu les pantalons trop courts. J'ai connu les galères de thunes à la fin du mois. Enfin, franchement, Noam, on a galéré. Et j'ai pas honte de le dire, alors que j'ai eu, je pense, une espèce de chape un peu de pudeur là-dessus pendant des années, parce qu'on a le besoin de prouver et de se prouver à soi-même qu'on a réussi. Alors aujourd'hui, j'ai réussi, j'ai un enfant en toute objectivité, mais qui est d'une sensibilité, d'une douceur. C'est un mec énorme, non, mais il est génial. Et donc, je sais que j'ai réussi. Donc, je pense que le fait de voir cet enfant aussi beau et plein de vie, ça me permet d'accepter et d'avouer qu'il y a sur certains points, j'ai été nulle. Et je l'ai fait garder, il avait 15 jours, je le faisais garder pour pouvoir sortir de temps en temps avec les copines. Et je suis pas en train de me flageller ni de dire, celles qui le font garder, c'est des mauvaises mères. Mais je dis juste que Lou, par exemple, je l'ai toujours pas fait garder, parce que voilà, on évolue. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait, et ça t'a appris des choses. Carrément. Ouais, mais c'est vrai, la maternité, c'est ça. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Mais ça fait du bien aussi, on se remet aussi en question. Mais c'est pas ça, mais j'imagine que toi, à 18 ans, c'est normal d'avoir envie de sortir avec ses copines. Ça doit être... quand on se retrouve avec le choix, je pense que malheureusement, tout ce qui est IVG, etc., c'est un choix que souvent, en tant que femme, on se l'est posé au moins une fois dans sa vie. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu ce choix-là. J'ai choisi de garder ma grossesse. Et je pense qu'à 18 ans, on ne choisit pas d'avoir un enfant. Je dis ça parce que j'ai 30 piges maintenant et que je pense que j'y ai réfléchi des centaines de fois. Et à ce moment-là, je ne me suis pas dit « je vais avoir un enfant ». Je me suis dit « je suis capable d'aimer un bébé ».
Je suis capable de donner de l'amour à un petit, je vais être capable de lui acheter un habit, on reste très dans du terre à terre, mais on se rend pas compte que cette grossesse fera un enfant, fera un homme. Et que tu es en train d'éduquer un être humain, il n'y a pas cette notion-là. Tu es dans le jour, vraiment. Après, ça change. Et c'est mon expérience. Ça se trouve, il y a des femmes de 18 ans qui sont pas du tout là-dedans. Mais moi, à 18 ans, c'était vraiment du jour le jour. J'étais incapable de te dire un mois plus tard ce qu'on allait faire, quel genre de mère je voudrais être. Non. Oui. Tu n'avais pas réfléchi absolument pas à ce que ça voulait dire d'être mère aussi. Non. En général, déjà quand on a 30 ans, c'est... Non, c'est pas du tout la même approche. Mais après, elle est aussi instinctive. On peut l'avoir d'une manière négative, mais on peut l'avoir aussi... c'est hyper instinctif. On se bourre pas la tête de psychologie ou d'angoisse que les gens nous dégueule un peu de partout, on fait son truc et quand tu le poses dans son lit, tu te dis pas il y a la mort subite, il y a le machin, il y a le truc, il a mal à la tête, peut-être qu'il est en train de me faire non, tu réfléchis pas à tout ça. Donc quelque part, tu as une maternité qui est aussi très zen et qui est vachement positive aussi de ce côté-là, quoi. C'est vrai qu'au moins tu t'évites toutes les petites angoisses que certaines mamans ressentent très vite. Est-ce que le regard des autres, il a été compliqué à 18 ans ? Je pense autant l'allaitement, j'ai pas d'anecdotes négatives là-dessus, parce que peut-être que c'est ma personnalité qui fait que j'ai pas envie d'en avoir, mais autant avoir un enfant à 18 ans, c'est vraiment pas facile. Et c'est très difficile et tes amis sont copains et du jour au lendemain le sont plus parce que t'as plus les mêmes centres d'intérêt qu'eux. Et que même si tu essayes un petit peu de temps en temps de raccrocher le wagon en faisant garder ton bébé, en suivant un peu le mouvement, les conversations deviennent rapidement plus tes centres d'intérêt, les gens sont plus dans le même mood que toi, et là par contre tu te retrouves hyper seul parce que devant la grille de la maternelle, c'est pas des mamans comme toi. À la maison, c'est pas des potes comme toi. Donc en fait, t'es un peu seul avec ta maternité, quoi. T'es entre deux, en fait, c'est ça. Complètement entre deux. Ça doit être difficile. L'isolement que tu peux ressentir. Ouais, ça, c'est surtout cette ambivalence de caractère, et parce que t'es encore une fille, puis tu sais pas ce que c'est que d'être une femme, mais t'es déjà une maman. Donc je pense que c'est pas simple. T'avais quel âge pour Mali ? J'avais 23. Donc là, expérience différente dans le sens où t'es déjà maman, t'es sortie d'adolescence. Je suis sortie d'adolescence, je suis toujours avec le papa. Là, on construisait une famille, donc c'était différent. L'approche de la grossesse, c'était pas une grossesse surprise. J'ai vécu la maternité sereine. J'ai découvert plein de choses avec elle et c'est complètement différent. Ouais. Donc c'est vrai, t'as vraiment eu 3 grossesses, 3 histoires qui sont aux extrêmes en fait. Ouais, hein. je misais tout sur l'accouchement de Lou et puis en fait c'était pas ouf. Mais une césarienne d'urgence, c'est sûr que c'est jamais un choix avec lequel on est en accord, quoi. Non, mais j'ai pas eu le temps. Ouais. Mais en plus, le pire, c'est que j'ironisais tout le temps pendant la grossesse, que j'ai une grossesse très difficile dès le début, très malade les 3 premiers mois. Et... Enfin, vraiment la grossesse la plus, en parlant poliment, la plus pourrie au monde. Et j'avais pris beaucoup de poids, alors que pour le premier, j'avais pris une dizaine de kilos. Pour elle, pareil, enfin classique. Pour lui, je prenais 4 kilos par mois. Et je faisais rien. Donc, dès que je passais sur la balance, on me disait « Non, mais madame, faut arrêter les sodas, faut arrêter les pizzas. J'en mange pas, j'aime pas ça. » Et en fait, c'était mon corps qui savait qu'il allait se passer quelque chose et qui faisait ses réserves, sauf que personne ne pouvait le voir parce qu'il n'y a pas d'imagerie. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Malie, un petit bisou. C'est normal. Je te prends ta maman un peu longtemps. On a presque fini. Donc, t'as la sensation que ton corps t'a quasiment prévenu que quelque chose allait se passer. Oui, il y a eu des petites alertes. Et c'est quoi ? Parce que si jamais il y a des mamans qui écoutent... Déjà, je pense que toute cette prise de poids, qui n'est pas une prise de poids classique de ce que j'ai déjà vécu, et surtout le fait que, je pense, 3 semaines avant cette crise d'appendicite, j'ai été très très mal. On était en vacances sur Nice et je faisais que vomir toute une nuit, alors qu'à 8 mois de grossesse, normalement, c'est plus ou moins fini.
on sort d'un resto, on a mangé du poisson, donc on se dit, bon, bah, c'est le poisson. Et puis en fait, personne n'est malade autour de toi, sauf toi. Donc à un moment donné, j'étais tellement fatiguée que j'ai consulté. Et en fait, l'hôpital, ça a été une très, 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 très mauvaise prise en charge. Et je suis rentrée chez moi, ils m'ont dit que j'étais déshydratée, que j'étais fatiguée, et il fallait que je rentre à la maison, alors qu'en fait, je faisais déjà On t'a pas écouté. On n'a pas soigné, non, c'était pas très bien. Et je suis rentrée, et là, c'est vrai que même les médecins m'ont dit que c'était à ce moment-là qu'il aurait fallu intervenir, parce que c'était déjà bien inflammé, mais ça n'avait pas encore pété, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer d'avoir une crise d'appendicite. On voit tous très bien où ça se situe. Oui. En et là, étant je l'avais enceinte de 8 mois. Là, je l'avais sous les côtes, du coup. Ah oui, c'est vrai que on sait que ça se situe, mais oui, mais c'est faux parce que pendant la grossesse, tout bouge. Donc j'avais un point vraiment sous les côtes. Donc donc ça t'alerte même pas de te dire l'appendicite. Naturellement, on se dit c'est vers l'aine, on a des suspicions. Là, si c'est vers tes côtes, c'est vrai. Puis dans ma tête, l'appendicite, tu l'as à 8 ans. tu l'as pas à 30 ans, à 8 mois. Mais souvent, l'appendicite, de ce que les médecins m'avaient dit, ça peut se déclencher avec le premier trimestre de grossesse. Ça peut à ce moment-là se révéler, mais c'est quand même très très rare que ça arrive en fin de grossesse. Donc ça peut rassurer les mamans qui sont enceintes au moment où elles m'écoutent. Normalement, j'ai fait le quota. T'as rempli les cases des naissances exceptionnelles. Est-ce que ta relation avec Lou, pour terminer, du fait que c'était un prématuré, que tu l'as pas eu avec toi tout de suite, le pot à pot, que t'étais un peu handicapée dans le sens où t'étais opérée, elle est différente vraiment de tes aînés? Oui. Lou, puis il a cette petite étiquette aussi d'être le petit dernier. Et donc je pense que ça, toutes les mamans de plusieurs enfants le ressentent. On sent quand c'est le petit dernier. Et puis, comme on disait, ça rentre plus dans une voiture au bout de 3. Hein, donc bon, on arrête. Mais c'est vrai que Lou, en fait, il a de pas avoir vécu tous ces moments avec lui. C'est un bébé vraiment qui a des besoins intenses. C'est un bébé qui réclame beaucoup. Maintenant, ça commence à aller mieux, mais il a 1 an. Les 6 premiers mois, on ne pouvait pas passer la porte, on sortait de son champ de vision, mais c'était des hurlements. Mais on voyait à son visage que c'était vraiment des crises d'angoisse, que c'était de l'angoisse, que c'était de la peur. Et après, par rapport à ma convalescence et les débuts d'allaitement, et puis, parce que j'ai eu des soins infirmiers pendant longtemps à la maison encore, je ne pouvais pas me lever la nuit, donc il a dormi contre moi. Et je pense que même si j'avais pu me lever, je l'aurais gardé avec moi. Et c'est vrai que j'ai eu besoin de fusionner avec lui parce que je l'ai porté, il avait 28 jours. Et je lui ai changé une couche, il avait déjà presque 1 mois. Pour une maman, surtout pour le 3e, c'était assez dur pour moi. Et c'est clair que si c'est... Tu l'as pas eu en chambre avec toi, donc c'est-à-dire que tu n'as pas en chambre, mais je pouvais pas le toucher. Non, je ne peux pas l'avoir sur toi, c'est ça? Je peux pas l'avoir sur moi, non. Mais j'avais trop de ramifications et j'ai pas du tout la force, je pouvais pas. Et j'ai justement un souvenir net d'une après-midi où il me l'avait descendu en chambre, donc j'étais toute seule, il y avait pas les enfants étaient à l'école, parce qu'il y avait toujours Raph à la maison pour venir, à la maison, pardon, dans la chambre, la maison, lapsus, dans la chambre pour venir faire le lien, voilà. Et ce jour-là, il était pas là et on me l'avait amené et Lou était donc c'est mon bébé, et il était dans sa petite, comme dirait Mali, dans sa petite boîte. Et oui, dans son petit. Et en fait, il s'est mis à pleurer. Et à ce moment-là, les aides-soignantes ne m'avaient pas mis la sonnette à portée de main, donc je pouvais pas l'attraper. Et j'étais toute seule en plein après-midi et il s'est mis à hurler et je pouvais pas le toucher. Il était à genre 10 cm du bout de mon doigt. Je pouvais pas l'attraper, donc je pouvais pas plonger la main, le prendre. Et il a pleuré peut-être pendant 10-12 minutes. Mais je pense que mon cœur, il s'est déchiré et j'ai ressenti une telle impuissance que j'ai jamais de ma vie ressenti autrement que ce jour-là, quoi. Et c'est pour tout ça que dès que j'ai pu l'attraper, je l'ai collé à moi et tu l'as plus lâché. Et je le lâche pas. Merci beaucoup, Alison. Avec plaisir. Pour toutes celles qui veulent aller découvrir ton site, c'est taginebanane.com.
c'est ça .fr. .fr. Je mettrai tout dans la barre de liens, vous pourrez aller regarder et découvrir et aller prendre tout le stock qu'elle a dans son, dans son sous-sol chez elle. Et j'espère que ça aura aussi aidé certaines mamans à envisager peut-être l'allaitement différemment ou pas. Chacun son choix. Chacun son choix. C'est ce qu'il faut retenir. Chacun son choix. C'est clair. Merci beaucoup Alison et merci Mali de m'avoir prêté ta maman pendant 45 minutes. Tu dis au revoir ? Au revoir. Merci. Merci. Un grand merci à Alison et sa fille Mali qui ont fait le déplacement depuis La Rochelle jusqu'à Bordeaux. Je vous mets en lien son site web taginebanane.fr et son compte Instagram @taginebanane qui est vraiment chouette. Je pense qu'elle a très bien compris comment utiliser les réseaux sociaux. Je vous mets également en lien plein d'articles qui font référence à l'allaitement. Si vous avez des difficultés, il y a des sages-femmes qui sont spécialisées en lactation pour vous accompagner. Mais surtout, je le répète, on ne doit jamais vous forcer. C'est votre choix à vous, les femmes, pas au père. À la mère, c'est votre corps. Voilà, s'entourer, c'est la clé. Et comme le dit Alison, s'éduquer également. Merci d'être si nombreuses et nombreux à me suivre. N'hésitez pas à partager et à laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute. À la semaine prochaine pour un autre épisode.